the Vice President of the United States. The President of the United States. Good afternoon. Please sit down. Bienvenue encore une fois au 9e Sommet des Amériques. Beaucoup de travail a été accompli. Nous avons accompli beaucoup de démocratie constructive. Nous avons rassemblé des voix diverses et des parties prenantes et avons développé un ambitieux programme d'action pour aborder les questions qui comptent le plus pour l'avenir de notre région. Nous n'avons pas tous les mêmes préoccupations et pourtant nous sommes tous interconnectés. Je suis très honoré de vous accueillir à Los Angeles. Mon administration a des idées et des propositions claires dont nous sommes impatients de discuter avec vous. Des propositions qui, je crois, sont bien loin de ce que vous avez vu de l'administration précédente. Mais tout aussi important, la vice-présidente et moi-même souhaitons écouter et entendre ce que chacun d'entre vous a à dire. Au cours des prochains jours, nous aurons l'opportunité de trouver des moyens pour mieux faire pour tous nos peuples en travaillant ensemble. Et j'insiste sur ensemble, ensemble. C'est ce que nos peuples attendent de nous. Et il est de notre devoir de leur montrer le pouvoir des démocraties à délivrer, comme on dit, lorsque les démocraties travaillent ensemble. Les États-Unis sont prêts à travailler en partenariat avec vous tous, les gouvernements, les institutions, la société civile, les jeunes dirigeants de demain. Et j'invite mes collègues, chefs d'État et chefs de gouvernement des Amériques à se joindre à moi pour adopter des engagements hémisphériques concrets qui feront progresser nos efforts pour construire un monde plus durable, plus résilient et équitable. Avec notre plan d'action sur la santé et la résilience, nous aiderons notre région à se remettre de la COVID-19 tout en renforçant les systèmes de santé et en améliorant notre capacité à répondre aux futures urgences sanitaires en investissant dans les personnels de santé. Le nouveau America Health Corps formera 500 000 professionnels de la santé publique et des professionnels de la santé dans la région au cours des 5 prochaines années. Les États-Unis vont financer ces projets en collaboration avec l'Organisation panaméricaine de la santé. Ainsi, lorsque la prochaine pandémie frappera, ce qui arrivera, vous aurez déjà des agents de santé formés qui pourront administrer les vaccins et autres soins nécessaires, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et cela ne coûtera rien à vos pays. Grâce à nos efforts pour renforcer l'économie d'énergie propre dans les Amériques, nous nous engageons à une transition énergétique juste pour nous assurer que les communautés qui ont été historiquement marginalisées puissent partager équitablement les gains. Avec un accès équitable à la fois aux emplois bien rémunérés que nous allons créer et grâce à une énergie propre et abordable. Et je vais continuer à travailler, tout comme je l'ai fait lorsque j'étais vice-président avec Barack Obama pour promouvoir le commerce et l'investissement dans les énergies propres, y compris en utilisant la Corporation internationale de financement des États-Unis pour aider les pays qui ont besoin d'aide à avoir accès au financement et pour aider la région à atteindre des objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable d'ici 2030. En adoptant le plan d'action interaméricain sur la gouvernance démocratique, nous réengagerons nos nations à concrétiser la promesse de notre charte démocratique interaméricaine. Parfois, on oublie le texte. C'est la gouvernance démocratique, transparence et responsabilisation, la protection des droits de l'homme de tous les peuples, le respect de l'état de droit. Et sur toutes ces questions, et plus encore, les États-Unis prennent des engagements essentiels pour démontrer notre investissement durable dans notre avenir commun et pour faire face à nos préoccupations communes, car elles sont partagées. Hier soir, j'ai annoncé le partenariat des Amériques pour la prospérité économique, pour conduire une économie
reprise économique durable, équitable et investir dans les familles qui travaillent dans tout l'hémisphère. Aujourd'hui, j'ai lancé un nouveau programme en collaboration avec les pays des Caraïbes pour lutter contre le changement climatique. Je viens de passer du temps avec les dirigeants des Caraïbes. Nous devons faire encore beaucoup plus. J'ai entendu leurs préoccupations pour parler des moyens dont nous pourrons travailler ensemble. Et comme ils m'ont dit il y a une heure à peine, il y a ce sentiment d'urgence. Il ne s'agit pas d'une question d'années, de mois, non, d'immédiateté. Nous respectons notre engagement de vacciner les Amériques contre la COVID-19 en nous appuyant sur les plus de 65 millions de doses que nous avons déjà données à la région. Dans les prochains jours, nous allons également annoncer plus de 645 millions de dollars pour une aide vitale pour répondre à l'insécurité alimentaire aiguë dans la région et augmenter notre capacité à répondre aux catastrophes ainsi qu'aux flux historiques de réfugiés et de migration. Chacun de nos pays a été touché par une migration sans précédent. Et je crois qu'il est de notre responsabilité commune de relever ce défi. Et je dis partagé. Demain, un certain nombre d'entre nous se joindront à l'annonce de la déclaration de Los Angeles sur la migration et la protection. Cela rassemblera nos nations autour d'une nouvelle approche transformatrice pour investir dans des solutions régionales qui renforcent la stabilité, augmentent les opportunités pour une migration sûre et ordonnée, sévir contre les criminels et les trafiquants d'êtres humains qui s'en prennent aux personnes désespérées et coordonner des actions spécifiques et concrètes pour sécuriser nos frontières et résoudre ce défi commun. Et demain, j'en parlerai davantage, nous exposerons nos engagements. L'essentiel est ceci. L'hémisphère occidental est notre maison à nous tous. En 2013, quand j'étais vice-président et que le président Obama m'a demandé de diriger notre engagement avec la région, j'ai dit que nous devrions parler de notre hémisphère comme étant, et j'ai fait un discours à l'époque, un hémisphère perçu comme étant de classe moyenne en sécurité et démocratique, du Canada au Chili et partout ailleurs. Au cours de la dernière décennie, notre région a changé. Les défis auxquels nous sommes confrontés ont changé, et donc nos politiques et nos solutions doivent aussi changer. Mais je veux que ce soit clair pour tous. Ma vision fondamentale et mon approche de l'hémisphère n'ont pas changé. Je crois toujours ce que j'ai dit alors. Et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Il n'y a aucune raison pour laquelle l'hémisphère occidental ne puisse pas être le plus tourné vers l'avenir, le plus démocratique, le plus prospère, le plus pacifique et le plus sûr du monde. Nous avons un potentiel illimité. Nous avons d'énormes ressources, un esprit démocratique qui défend la liberté et l'opportunité pour tous. Et peu importe ce qui se passe ailleurs dans le monde, les Amériques seront toujours une priorité pour les États-Unis. Alors, merci encore une fois de faire partie de ce sommet. Nous avons des journées chargées devant nous et d'excellentes opportunités devant nous. Donc, mettons-nous au travail. À présent, je dois conclure, prendre ma place et nous allons lancer une conversation. En effet, Monsieur le Président. Good afternoon. Bon après-midi. Nous donnons la parole à Madame Cecilia Vinges-González, coordinatrice de la participation des jeunes au nom du Forum pour les jeunes des Amériques. Bon après-midi à tous. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, je m'appelle Cecilia Vilchis, je suis mexicaine, la plus jeune de 13 frères et sœurs, et aujourd'hui j'ai l'honneur énorme de représenter les jeunes des Amériques. Je n'arrive pas à y croire, mais il ne s'agit pas de moi, il s'agit des jeunes. Le Forum des jeunes des Amériques, qui est la plateforme qui nous permet en tant que jeunes de parvenir à ces espaces, reflète un processus permanent d'interaction avec les jeunes des États membres de l'OEA. Le suivi des actions et les définitions des priorités pertinentes pour les jeunes. Et j'ai l'honneur de représenter les jeunes et d'être le porte-parole de plus de 27 000 jeunes de chacun des États membres de l'OEA.
tenant compte du dernier sommet des Amériques, ainsi que des engagements acquis par les jeunes, et en considérant les effets de la pandémie de la COVID-19, qui a poussé nos sociétés à remanier nos sociétés, le Forum des jeunes des Amériques a lancé un processus de préparation pour le 6e Forum des jeunes dans le contexte du 9e sommet des Amériques. Ceci par une combinaison de débats et par l'établissement de priorités grâce à un processus consultatif. Nous croyons en un écosystème pour les jeunes qui permet le renforcement de la gouvernance démocratique et de promouvoir un programme interaméricain. Voilà pourquoi, grâce au 6e Forum, on a promu le dialogue, la participation, les recommandations informées, ainsi que le suivi de l'esprit d'entreprise des jeunes basé sur les 5 C du développement des jeunes. Changement climatique, collaboration avec les jeunes, combat contre la corruption, connexité et transformation numérique et la COVID-19. Ces axes reflètent l'évolution des priorités que nous présentons en tant que jeunes. Le processus de participation a commencé immédiatement après le dernier sommet tenu en 2018 à Lima, au Pérou. Et ensuite, on a compilé les contributions, les propositions, les points de vue et les recommandations, les actions proposées par plus de 27 000 jeunes du continent. Tout au long de notre continent, et ceci en réponse aux engagements politiques du 9e sommet. Grâce au Forum des jeunes des Amériques, j'ai eu l'opportunité et les outils pour appuyer les jeunes qui, comme moi, cherchent à continuer d'assurer leur développement professionnel et de bénéficier non seulement à eux-mêmes, mais également des autres personnes qui ont besoin de nous pour s'engager sur la bonne voie. Le résultat de tout cet effort a été la création des 5 C dont je vous parlais. Tout au long de ce processus, depuis le Forum des jeunes des Amériques, nous avons présenté une déclaration d'engagement et un plan d'action souscrit par les jeunes nous-mêmes, ceci sur la base de nos recommandations et de notre point de vue. Ceci découle d'un processus de consultation qui a réuni les jeunes de tout le continent. Grâce aux plateformes de notre organisation et avec l'appui de plus de 400 réseaux de jeunes qui collaborent au quotidien par le dialogue et par les consultations et différentes actions et mécanismes. Ceci afin de refléter les voix des jeunes de tout notre continent, tenant compte de leurs différents contextes territoriaux et sur la base d'une représentativité géographique, ethnique et du genre, pour permettre une participation représentative et inclusive des jeunes et en maintenant un esprit de coopération. On s'est associé aux organisations locales, internationales et les gouvernements, ce qui a permis d'organiser plus de 170 dialogues qui ont eu lieu au cours de ces 3 dernières années avec plus de 14 000 jeunes impliqués par cette voie spécifique. Et à l'heure actuelle, nous continuons d'appuyer les jeunes pour le développement de dialogues à l'échelon local, national et régional. Le 16 mai dernier, nous avons établi un dialogue continental où 45 réseaux de jeunes de tout notre continent ont validé la déclaration des jeunes et notre plan d'action. Et l'on présente également de vive voix les points de vue de chaque représentation et reflétons les expériences et nos réalités que nous vivons en tant que jeunes dans nos pays. Nous avons également promu le programme sur les compétences, le talent et l'innovation des Amériques, TIC Amérique, qui a impliqué plus de 14 000 jeunes entrepreneurs dans tous les États membres de l'OEA. Et de même, nous reconnaissons et sommes reconnaissants de l'intérêt manifesté par les gouvernements de la Colombie, du Panama, Pérou, États-Unis et de l'Organisation des États américains, notamment le secrétaire général et le secrétaire général adjoint, qui ont accompagné notre processus dès son début et se sont engagés et à travailler en étroite collaboration avec les jeunes dans le contexte du 6e sommet des Amériques. Les résultats jusqu'à présent de ce 6e forum spécifiquement
ont été regroupés conformément à nos 5 C. Le premier C, celui du changement climatique, en répondant aux engagements politiques de l'engagement propre et de notre avenir vert. Nous faisons appel aux États, en alliance avec les entreprises, à promouvoir l'usage de modèles plus pérennes de transport et de créer des projets pour les villes qui nous permettront de renforcer et de favoriser la mobilité des piétons et le transport bio au bénéfice de l'environnement et de la santé de la population. Nous aimerions renforcer les sources hydriques pour nos villes par le reboisement. Nous demandons au gouvernement de promouvoir la recherche pour développer et appliquer des nouvelles énergies dans la région, pour encourager les investissements et l'utilisation de ces technologies de manière plus inclusive. Investir dans des mécanismes de mise en œuvre d'énergie renouvelable, à la fois au niveau industriel ainsi que dans les foyers et dans les petites et moyennes entreprises. En tant que jeunes, nous nous engageons à coopérer et à appuyer les initiatives qui garantissent l'accès de tous les secteurs à ces technologies, y compris le développement des biocarburants. Le deuxième C dont nous avons parlé au long de ce processus consultatif, c'est le combat contre la corruption, en réponse à l'engagement politique gouvernance démocratique du 9e sommet des Amériques. Nous interprétons le multilatéralisme comme un outil de coopération qui permet des alliances politiques et économiques avec les pays du continent. Et sur cette base, les jeunes suggèrent de créer des réseaux de politique juvénile qui permettent de débattre de thèmes d'intérêt tels que la migration, l'innovation et le commerce. Nous soulignons qu'un de nos plus grands défis est de garantir la survie des migrants et de garantir leur droit à l'éducation, leur apporter l'alternative et la sécurité et l'accès à leurs droits fondamentaux. Dans le contexte du troisième C, celui sur la connectivité et la transformation numérique, nous enjoignons le gouvernement à s'assurer que notre région ait accès aux technologies de pointe, ceci à tous les niveaux socio-économiques, y compris en matière de téléenseignement pour appuyer les populations autochtones et vulnérables. Il s'agit également de promouvoir et de réglementer les politiques de télétravail et le renforcement du capital humain. Pour le C de la COVID-19 et en répondant à l'engagement politique sur la santé et la résilience, il convient de rendre plus visibles les effets de la pandémie en tenant compte d'une perspective du genre, l'abandon scolaire, le manque d'accès aux services de santé, la charge culturelle des tâches domestiques et de soins aux membres de la famille mettent les femmes davantage à risque de violence, que ce soit des femmes, des jeunes femmes ou des fillettes. Et voilà pourquoi nous pensons qu'il est bon de renforcer les mesures de protection sociale et les conditions qui assurent le bien-être des personnes qui se trouvent en situation de migration, promouvoir des actions d'insertion dans le monde professionnel et renforcer les capacités des migrants. En réponse aux effets de la pandémie, au sein des populations plus vulnérables, on propose de créer des programmes de modèles économiques inclusifs en mettant l'accent sur les industries de collaboration et en tenant compte d'une perspective du genre. Voici certaines des contributions que nous avons identifiées en tant que jeunes et nous allons continuer à œuvrer à la recherche de la mise en œuvre et aux efforts en commun à l'appui de chacun des organismes ici présents pour faire en sorte que tout ceci devienne une réalité. Nous allons également remettre le texte complet de notre déclaration au secrétariat du Sommet des Amériques pour que ce texte vous soit diffusé et qu'il vous serve de base pour que vous puissiez développer vos politiques publiques et définir les priorités et les mandats pour notre région. Nous sommes très reconnaissants de l'appui qui nous a été apporté et l'espace qui nous a été donné en tant que jeunes. Nous nous considérons comme étant vos partenaires pour la prospérité future. Merci beaucoup. The chair. Nous allons donner la parole à John Bresigno, le Premier ministre de Belize.
Monsieur le Président Biden, Président des États-Unis d'Amérique, Madame la Vice-présidente Harris, chef d'État et de gouvernement, chers représentants, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis dans cette Cité des Anges, une ville américaine, celle qui reflète le mieux, ce qu'il y a de mieux et de pire aux Amériques. Une ville qui accueille des millions de citoyens venant de tous les lieux des hémisphères, qui constitue un melting pot, un mélange. Une ville dans laquelle ceux qui ont beaucoup ont trop et ceux qui n'ont pas assez n'ont rien. Un reflet des Amériques en 2022. Los Angeles, une très belle ville dotée de richesses abondantes, là où l'ambition, conjuguée avec le travail, réalise la promesse du rêve américain, où on peut vivre décemment pour la plupart de la population. Chers amis, nous sommes réunis dans ce lieu béni pour relancer notre désir collectif de faire le bien pour nous réengager envers la justice sociale aux Amériques. De l'Alaska au nord jusqu'à la Tierra del Fuego dans le sud, les peuples des Amériques accueillent ce 9e sommet des Amériques. Les besoins sont multiples. Les espoirs, les attentes, les philosophies et les approches diffèrent. Et pourtant, notre vision est la même, à savoir construire une Amérique qui apporte à tous. Cependant, nous sommes à un moment de bascule. Les États-Unis et le monde font face à des menaces existentielles. En tant que dirigeants, nous sommes appelés à faire des choix essentiels qui vont totalement basculer nos avenirs communs. Excellence, nous allons continuer, si nous continuons de différer les actions urgentes nécessaires pour le climat, l'adaptation à la finance, la migration et pour protéger les populations les plus vulnérables du changement climatique, nous ne pouvons pas reporter ce travail. Il nous appartient de mettre en œuvre des mesures innovatrices et tactiques pour faire face à la crise de la dette. Il nous incombe de veiller à ce que la dévastation socio-économique, y compris l'accroissement rapide de la pauvreté, de la faim et de perte d'éducation, tout ceci issu de la pandémie, ne débouche pas sur une décennie perdue aux Amériques, avec plus d'immigration irrégulière, plus d'insécurité. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous ne pouvons pas nous permettre de diviser par la crainte. Sinon, nous n'allons pas attaquer ces défis communs avec une volonté commune. Voici les questions qui sous-tendent le travail d'équipe de ce 9e sommet des Amériques. Il s'agit de bâtir un avenir résilient et durable. Comment nous allons réagir à ces questions, eh bien, tracera notre destin. Dans la quête de ces solutions, nous savons que l'argent n'est pas le problème ou la solution, car en moins de 3 mois, 2 pays de cet hémisphère ont promis plus de 505 milliards de dollars pour l'Ukraine. La question qui se pose, combien sera promis pour financer les programmes ambitieux sur lesquels nous nous entendrons durant ce sommet? L'avenir de notre hémisphère est une responsabilité qui incombe à tous les pays de l'hémisphère. Peu importe notre PIB ou notre système de gouvernance, nous avons tous un intérêt commun pour un avenir durable et équitable. Le but de ce sommet des Amériques, c'est de créer un espace pour tous les pays d'Amérique pour dialoguer et pour s'entendre sur des actions communes. Ce sommet appartient à toutes les Amériques. Et il est donc inexcusable que certains pays des Amériques ne soient pas ici. Et en fait, le pouvoir de ce sommet, la force de ce sommet est diminuée de par leur absence.
Il est incompréhensible que des pays qui ont fait preuve d'un fort leadership, qui ont contribué à l'hémisphère sur des enjeux critiques de notre époque, ne soient pas présents. Cuba a constamment coopéré dans le domaine de la santé et a aidé quelques 2/3 des pays de cet hémisphère, y compris Belize. Le blocus juridique est un affront contre l'humanité. Et en fait, cela est anti-américain. Le moment est venu, Monsieur le Président, de lever ce blocus et de nouer des liens d'amitié avec le peuple cubain. De même, le Venezuela a tant fait en matière de sécurité énergétique pour la région des Caraïbes par le biais de son programme de financement innovateur. Et l'absence de ce pays est impardonnable. Excellences, à ce point tournant critique où l'avenir de notre hémisphère est en jeu, nous sommes divisés. Et c'est pourquoi le sommet des Amériques aurait dû être inclusif du point de vue géographique et non du point de vue politique. C'est la géographie et non la politique qui définit les Amériques. Le peuple de Belize, à l'instar des peuples d'Amérique et des Caraïbes, font face à des crises simultanées et successives. Les économies des Caraïbes sont dans un état précaire à cause de nos vulnérabilités intrinsèques par rapport aux chocs externes, y compris le changement climatique et les tempêtes dévastatrices. La pandémie et maintenant les effets de la guerre en Ukraine donc sont en train de nuire à nos économies. Nonobstant la relance de 6% de croissance globale en 2021, la CARIAM, hormis Guyana, a connu un taux de croissance moyen de 1%. Quelques États membres ont eu des pertes de PIB encore pires, à hauteur de moins 1% jusqu'à moins 6%. Les États membres s'attendaient à connaître une performance de croissance meilleure en 2022, mais les effets de la guerre, la hausse de l'inflation, la hausse du prix du pétrole et les perturbations des chaînes d'approvisionnement ont poussé le FMI à dégrader les perspectives de croissance pour la région. Nous ne pouvons pas continuer sur cette voie. La récession n'était pas de notre fait. Nous sommes ici à Los Angeles pour nous entendre sur des programmes concrets sur le changement climatique, l'allègement de la dette, l'accès au financement concessionnel, l'énergie, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire. Grâce à ces engagements fermes, nous pourrons avancer. Ces mesures doivent comprendre un accès équitable aux vaccins et aux traitements pour la COVID, pour mettre fin à la phase aiguë de la pandémie et pour, dans le cadre d'un système architectural de santé robuste. Les mesures doivent comprendre aussi l'agenda Paris 2022. Nous voulons des plans des pays développés, des cibles en matière de réduction des émissions en conformité avec les objectifs de 1,5% de Paris, et ceci en plus des 100 milliards de dollars américains prévus pour 2025 et un doublement du financement à l'adaptation. Ces mesures doivent comprendre la finalisation et l'usage de l'index multidimensionnel de développement pour que des pays tels que le nôtre puissent financer leur relancée et nous doter de résilience. Ces mesures doivent comprendre l'allègement de la dette. Ces mesures doivent comprendre une réponse coordonnée multilatérale aux crises énergétiques et alimentaires qui s'aggravent. Ces mesures doivent comprendre une recherche de la paix en Ukraine. Aujourd'hui, Belize affirme le rôle fondamental de la gouvernance démocratique. Il n'y a aucun doute en ce qui concerne notre engagement inébranlable à cet égard. La convergence de ces crises contemporaines
impose à tous les pays de la région à travailler ensemble dans un esprit de solidarité et de coopération. Dans le cadre de ce sommet des Amériques, souvenons-nous des propos du libérateur Simón Bolívar. Descansa. La capacité de nos pays est la base de l'avenir de nos pays. Future. L'avenir glorieux de nos peuples. Je vous remercie. The chair Son Excellence Laurentino Cortizo Cohen a la parole, président de la République du Panama. Monsieur Joseph Biden, président des États-Unis d'Amérique, Monsieur Luis Almagro, secrétaire général de l'Organisation des États américains, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les ministres des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs membres des délégations, Mesdames et Messieurs. Les thèmes proposés pour ce sommet des Amériques me semblent être de bon augure parce qu'il s'agit de facteurs clés pour le développement de nos nations et notre engagement maintenant devra être de mettre en pratique ces accords de Los Angeles. Notre monde d'aujourd'hui vit les effets de la pandémie, la tragédie de la guerre en Ukraine, avec ses répercussions imprévisibles et ses impacts concrets qui ont augmenté le coût des combustibles et ainsi que le coût des aliments, dont les conséquences ne font qu'aggraver les conditions matérielles des secteurs les plus vulnérables de notre région. Face à cette situation, notre défi est de focaliser toute notre attention sur ces problèmes qui sont liés entre eux et qui sont communs à notre région. Dans notre effort pour assurer la récupération économique, appuyé par la coopération internationale, le dialogue et les actions concrètes, efficaces, visant à la lutte contre la pauvreté et la lutte contre les inéquités dans notre région. Aujourd'hui, l'un des défis les plus urgents que se doivent de relever les Amériques, c'est la crise de la migration irrégulière. Cette migration irrégulière a pour origine le manque d'opportunités pour les populations dans les pays d'origine. Le Panama est affecté en permanence par tous ces migrants qui entrent sur notre territoire, en passant par le Darién, mettant souvent à risque leur vie, parfois perdant leur vie. Ceci dans une traversée difficile, ardue, par les forêts inhospitalières et humides. Et nous devons nous poser la question suivante. Quelqu'un serait-il prêt à abandonner son pays si il trouvait là les conditions de vie nécessaires? Non. Il se voit obligé à rechercher de meilleures conditions de vie ailleurs. Donc la réponse est claire. La réponse à cette situation exige des actions efficaces
et concrète. Je répète, et concrète, dans chacun des pays et également sur la base d'efforts régionaux et partagés. C'est sur cela que nous devons nous focaliser aujourd'hui et après le sommet. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne le changement climatique, notre pays joue son rôle. Nous respectons et parfois nous dépassons même nos engagements pour la protection et la conservation de notre planète. Le Panama est l'un des 3 pays au monde déclarés comme étant négatif du point de vue de son empreinte carbone. Le Panama est également parvenu à protéger 30% de ses zones maritimes 9 années avant les délais pour atteindre les objectifs mondiaux. Mesdames et messieurs les présidents, les pays des Amériques, je vous lance un appel. Nous devons œuvrer ensemble, en restant unis, et assurer la cohésion de notre région. Ceci qui nous permet, pour nous permettre de passer par les réalités de notre monde qui évoluent sans cesse et trouver des mécanismes ainsi que des ressources financières, je le répète, des ressources financières, et de sorte à pouvoir faire face aux grands défis qui sont les nôtres. Je reste optimiste parce que notre région doit s'appuyer sur sa richesse, la richesse de notre diversité. Chacun de notre pays a des conditions particulières, des grandes forces qui peuvent contribuer à un grand effort commun pour nous permettre de surmonter les défis qui se présentent aujourd'hui et qui se présenteront à l'avenir. Le succès partagé, voilà ce que méritent nos peuples. Nous devons nous engager ensemble sur cette voie. C'est ce qu'exige aujourd'hui nos populations, ce qu'ils attendent du sommet. Pour ce qui est de mon pays, le Panama, nous pouvons contribuer par notre capacité logistique, notamment la meilleure connectivité maritime, aérienne et numérique de la région. Le canal de Panama et ses 180 routes maritimes qui servent 1920 ports dans 170 pays. Le centre logistique régional d'assistance humanitaire et surtout la conviction du peuple panaméen sur l'importance de la paix, de la convivialité et l'union entre nos peuples. Et je le répète avec majuscule, souligné en caractère gras, l'union de nos peuples. Nous sommes à votre disposition. Le Panama, une fois de plus, se met à votre disposition pour tisser des liens, être le pont qui unit notre région. Voici la vocation historique de mon pays, nos ressources et nos valeurs stratégiques sont à la disposition des pays du continent. Chers dirigeants des Amériques, j'espère que ce sommet de Los Angeles nous servira pour approfondir les liens régionaux, nous permettre de passer aux actions concrètes et répondre aux énormes défis que nous partageons. Ceci en nous exprimant d'une seule voix. Merci beaucoup. The chair Mario Abdel Benitez,
président de la République du Paraguay. Señor presidente, Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, Madame la Vice-présidente, Kamala Harris, chers collègues présidents, chefs d'État, ministres, délégués, Mesdames et Messieurs, je me félicite de cette occasion que nous avons de nous rencontrer à l'occasion de ce sommet. Il s'agit d'un espace vital qui est important pour le renforcement de la démocratie. La démocratie est peut-être imparfaite, mais c'est la seule forme de gouvernement qui est capable d'assurer le progrès de nos nations. Il s'agit donc de nous appuyer sur notre conscience morale quant à la valeur morale de la démocratie. Conscience qui, une fois qu'elle aura pris racine, nous servira de bouclier plus solide et plus durable contre ceux qui s'opposent à la démocratie. Notre principal devoir en tant que responsable est de nous assurer que nos sociétés conçoivent la démocratie constitutionnelle comme étant la seule forme de convivialité politique. Le Paraguay s'engage fermement dans sa voie vers la consolidation démocratique. Avec le pluralisme des partis politiques, la juste compétence électorale, l'équilibre entre le pouvoir et le respect des libertés individuelles. De la sorte, nous sommes assurés que les élections deviennent notre seul mécanisme pour élire nos politiciens, garantissant le pouvoir absolu de la volonté populaire majoritaire. Je pense que ce forum constitue un espace précieux pour partager nos expériences et réaffirmer nos convictions républicaines tout en confrontant les menaces qui mettraient à risque la survie du système démocratique. La pandémie, outre le fait qu'elle a affecté nos habitudes de vie, a mis en exergue plus que jamais les carences de nos sociétés. La lutte contre l'iniquité continue d'être l'une des grandes tâches inachevées de notre région. La COVID-19 nous a appris des leçons sur comment relever les défis les plus difficiles. Nos États ont harmonisé leurs efforts pour placer au cœur de ces efforts les groupes de personnes plus vulnérables pour ne pas aggraver leur situation dans le contexte du confinement social. Si la pandémie nous a permis de rééquilibrer nos priorités et de faire l'expérience de nouvelles méthodes, cette période post-pandémie exige que nous partagions au niveau régional les stratégies que nous avons déployées en réponse à la pandémie et permettre, grâce à des interventions multilatérales, la prospérité mutuelle. Pour faire la paraphrase de Natalicio González, un grand penseur de mon pays, nous avons pour impératif moral de nous assurer que les États des Amériques soient au service des hommes et des femmes jeunes. Et outre les anciens défis, notre époque nous présente des défis courants tels que la criminalité organisée. Les associations délictueuses n'opèrent plus en marge et affectent de plus en plus la vie politique et les marchés. Les institutions républicaines ne sont pas à l'abri. Fait qui se vérifie si l'on voit le niveau d'infiltration dans l'administration publique, dans les systèmes de justice, au sein des organisations politiques, parmi d'autres instances. Face à cette situation, nous devons nous attaquer au financement de ces organisations criminelles, nous attaquer à leurs liens avec le pouvoir formel,
et à leur réseau. Ceci est la manière la plus efficace de contrer leur progrès. Ce phénomène criminel qui sape la démocratie et affecte la culture légale ne pourra être vaincu que si nous permettons l'implication en masse des citoyens et que nous ne respections pas les activités illégales. Il y a quelques semaines, notre continent et notre pays a été affecté par l'assassinat du procureur Marcelo Pecci du Paraguay en Colombie aux mains d'instances délictueuses. Ce fait difficile pour nous tous, mais particulièrement pour nos défenseurs de la loi, nous présente des faits incontournables. La criminalité internationale et transnationale. La réponse pour y faire face exige que nous soyons transnationales dans notre action également. Il nous faut des solutions communes pour ce fléau qui ne respecte pas les frontières et qui nous considère à tous comme ses adversaires communs. Comme en preuve, récemment, la coopération entre le Paraguay et la Colombie a déployé des opérations immédiates qui ont permis d'arrêter les responsables de la mort du décès de ce procureur. Et je répète ma reconnaissance au gouvernement du président Duque pour son appui à la justice. C'est la voie dans laquelle le Paraguay désire continuer de s'engager. Nous voudrions que cette voie soit partagée par les pays qui sont avec nous aujourd'hui. Et donc je fais appel dans ce forum pour que nous défendions l'état de droit, que nous combattions sans relâche la délinquance organisée qui prétend de capturer les espaces qui ne correspondent que aux représentants de la volonté populaire. Mesdames et messieurs, la crise climatique est un autre grand défi partagé. Et donc, nous devons y faire face en commun. L'émission de gaz à effet de serre au Paraguay est réduite, certes, mais nous souffrons néanmoins, au cours des années récentes, des effets des changements climatiques, sécheresse, feux de forêt, crise de nos ressources hydriques, sécheresse. Pour un pays comme le Paraguay sans côte, les effets se voient exacerbés. La réduction de l'eau dans nos cours d'eau a provoqué des difficultés à notre commerce extérieur et également pour notre génération énergétique, puisque notre système énergétique se fonde uniquement sur l'énergie générée par des centrales hydroélectriques, énergie donc propre et renouvelable. Et donc, nos efforts doivent viser à atténuer les conséquences du changement climatique au sein de nos sociétés grâce à des engagements concrets, surtout de la part des pays qui ont la plus grande responsabilité pour ces gaz à effet de serre. Je voudrais enfin remercier le président Biden pour son hospitalité, remercier les États-Unis qui nous accueillent dans cette belle ville de Los Angeles, qui accueille la plus grande communauté hispanophone du pays et qui, grâce à diversité culturelle, reflète assez bien les caractéristiques de notre région. Avec la démocratie dans une main, l'état de droit dans l'autre, nous participons avec émotion à cette rencontre extraordinaire aux côtés de pays frères qui sont chers à notre cœur, que nous reconnaissons en tant qu'alliés pour malgré nos différences véritables, sur la base du consensus, nous engager sur la voie d'un futur résilient et équitable que nous recherchons tous. Je conclus en répétant le pape François, qui, dans le contexte de la pandémie, nous a rappelé que nous sommes tous dans la même barque et que nous devons ramer ensemble parce que personne ne se pourra se sauver seul. Et ceci s'applique à tous les défis que nous allons partager à l'avenir. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. The chair recognizes His Excellency Alberto Fernandez. Alberto Fernandez, président de la République d'Argentine.
après-midi à tous, Monsieur le Président des États-Unis, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, d'emblée, je voudrais me féliciter des efforts réalisés pour organiser ce 9e sommet des Amériques. Je regrette que nous ne puissions pas tous être présents, tous ceux qui devraient être présents dans ce contexte qui est tout à fait propice au débat. Aujourd'hui, je m'exprime en ma qualité de président par intérim de la CELAC. Nous sommes la communauté des États latino-américains et de la Caraïbe. Et là, nous convivons dans la diversité et nous nous respectons les uns les autres. Nous avons des approches différentes, mais nous partageons des préoccupations semblables dans le monde actuel qui est tellement complexe. Nous sommes préoccupés que l'Amérique latine et la Caraïbe soient sorties de la pandémie, comme la région qui a le niveau d'endettement le plus élevé du monde en développement. Le poids moyen de la dette dépasse 77% du PIB régional. Nous sommes préoccupés par l'informalité dans le monde du travail qui aujourd'hui dépasse 50%. Nous sommes préoccupés par cette sorte de naissance due à la naissance, parce que certains voient leur attente de vie, leur espérance de vie raccourcie de 15 ans par rapport à ceux qui sont nés dans d'autres quartiers. Pourquoi est-ce que nous souffrons de carences semblables si notre terre nous a dotés pour produire des aliments et de l'énergie comme peu d'autres régions au monde? La réponse se trouve dans l'ordre mondial. Les règles financières sont clairement inéquitables. Quelques-uns bénéficient des revenus pendant que des millions d'êtres humains sont piégés par le piège de la pauvreté. Dans cette périphérie où nous nous retrouvons, l'Amérique latine et la Caraïbe voient avec douleur la souffrance dont souffrent les peuples frères. Cuba supporte un blocus de plus de 60 ans imposé dans le contexte de la guerre froide, et le Venezuela connaît un autre blocus, alors qu'une pandémie qui a affecté tout notre continent a coûté des millions de vies. Avec des problèmes de ce type, l'on cherche à imposer des conditions au gouvernement, mais dans les faits, on ne fait qu'affecter nos peuples. Nous aurions voulu un autre sommet des Amériques, c'est sûr. Le silence des absents nous préoccupe. Pour que ceci ne se reproduise pas, je voudrais, pour l'avenir, indiquer que le fait d'être pays hôte du sommet ne vous donne pas le droit d'imposer le droit à l'admission sur les pays membres du continent. Le dialogue dans la diversité est le meilleur instrument pour promouvoir la démocratie et la lutte contre l'inéquité. Monsieur le Président Biden, je suis convaincu que le moment est venu de s'ouvrir à la fraternité, et ceci pour favoriser nos intérêts communs. Avant votre arrivée au gouvernement des États-Unis, il y a eu des politiques mises en place qui ont gravement affecté les pays de la région, déployées par l'administration qui vous a précédé. Et donc ces politiques doivent changer. On s'est servi de l'OEA comme un gendarme qui a facilité un coup d'État en Bolivie. On a profité, on s'est approprié de la Banque interaméricaine de développement qui, historiquement, était entre les mains de présidents provenant de l'Amérique latine. Le pape François a dû intervenir pour Cuba. Et il y avait des progrès réalisés dans le contexte sous la présidence de Barack Obama pendant que vous étiez son vice-président. L'intervention du gouvernement de Donald Trump dans le contexte du Fonds monétaire international a été décisive pour faciliter un endettement insoutenable en faveur d'un gouvernement argentin en décadence. Il l'a fait uniquement pour empêcher ce qui, en fin de compte, a été le triomphe électoral de notre force politique. Mais tout le peuple argentin en a souffert.
Lors de ce sommet, nous devons analyser le présent et à l'avenir chercher à assurer la reconstruction dans un contexte multilatéral. Il ne faut pas que ce soit ce monde exige que l'harmonie face à nos grands défis. Et ici, je me permets de vous indiquer le besoin urgent de reconstruire les institutions qui ont été conçues précisément pour nous permettre de nous intégrer. L'OEA, si elle veut être une instance respectée, redevenir la plateforme politique régionale pour laquelle elle a été créée, doit être restructurée et en éliminant les personnes à sa tête. La Banque de développement régional, sans retard, doit rendre sa gouvernance à l'Amérique latine et à la Caraïbe. La BID exige un processus de reconstitution pour disposer de plus grands moyens financiers. Dans l'Amérique dans laquelle nous vivons, les exclusions au bien-être, au financement durable et à la diversification productive et à la technologie pour le progrès social et l'équité du genre sont tous des conditions sine qua non. Nous assumons le défi de nous attaquer aux causes profondes qui mettent en tension notre convivialité démocratique. Le monde est menacé, vous l'avez dit hier, Président, par des opportunistes de la haine qui profitent du fait que nos peuples ont été affectés par la pandémie. Et le moment est venu d'y faire face. L'Amérique latine et la Caraïbe connaissent les besoins de l'intégration comme étant une condition de base pour assurer notre développement. L'invasion de la Russie en Ukraine nous affecte pleinement. Il est urgent donc de développer des scénarios de négociation qui mettront fin à cette catastrophe. Sans humiliation et sans domination, sans géopolitique inhumaine ni privilège dû à la violence. Que la tragédie humanitaire que nous vivons aujourd'hui ne nous rende pas aveugles. Je suis convaincu que nous nous trouvons face à une opportunité de nous proposer de développer une véritable association stratégique commune. Et je propose 2 grands objectifs. Nous devons organiser la production des aliments à l'échelle continentale, des aliments et des protéines. Et nous devons développer notre énorme potentiel énergétique et de minerais critiques pour assurer la transition écologique. Je proviens d'un pays humaniste où nous prisons les droits de la personne qui sont au cœur de notre identité et nous allons toujours défendre la vigueur de ces droits dans tous les domaines. Et précisément dû à ce fait, il nous est tout naturel de penser à l'élaboration d'un avenir résilient et équitable conformément au thème de notre sommet. Je ne suis pas venu à Los Angeles pour débattre de quand nous devons le faire. Le moment est aujourd'hui. Nous sommes attaqués par la faim et nous devons simplement débattre de comment procéder. Face à toutes ces iniquités, nous devons nous proposer d'avoir des politiques qui permettent le développement. Et pour relever les dangers internes dans nos pays contre la démocratie, les grandes sociétés alimentaires, pétrolières et de vente d'armes profitent de cette guerre, mais ces bénéfices doivent être répartis. Nous devons développer des mesures au bénéfice de l'ensemble de la population et non pas au bénéfice de quelques-uns. Il n'y a aucune approche où la richesse est concentrée qui fonctionne. Nous devons en prendre note et agir en conséquence. Le changement climatique nous propose de nouveaux défis également. La Caraïbe en souffre considérablement et nous ne pouvons pas attendre pour apporter des réponses. Nous contribuons de l'oxygène à la planète et nous ne sommes pas responsables de l'émission des gaz qui provoquent les effets de serre. L'injustice environnementale que nous vivons détruit notre continent. Nous devons y faire face à la transition écologique en disposant d'appuis financiers suffisants pour mobiliser l'innovation et l'esprit de justice sociale. L'Argentine est un pays pacifique. Nous continuons de nous engager sur la voie diplomatique et de réclamer nos droits légitimes sur les îles
Malouine, qui ne figure pas sur ce logo. Nous avons confiance dans le dialogue. Face à la tragédie de la pandémie, nous considérons que la guerre est le triomphe de l'insensibilité humaine. Nous devons ensemble, et de manière unie, construire un humanisme renouvelé qui, comme nous l'enseigne le pape François, commence par les derniers pour parvenir à tous. Unis ou dominés, unis par cette maison commune ou dominés par l'avarice économique, unis par le multilatéralisme ou dominés par la polarisation, unis par la démocratie et l'inclusion sociale ou dominés par l'individualisme et la misère collective. Monsieur le Président Biden, je suis ici alors que nous cherchons à construire des ponts et à faire tomber les murs. En tant que président de la CELAC, je voudrais vous inviter à participer à notre prochaine réunion plénière. Je rêve que dans une Amérique unie, dans la fraternité, nous nous engageons pour que tous les êtres humains qui habitent sur notre continent aient droit au pain, à la terre, à un toit et au travail digne. Merci beaucoup. The chair recognizes Son Excellence Antonio Gutiérrez, le secrétaire général des Nations Unies. Monsieur le Président Biden, chef d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président Biden, nous vous remercions beaucoup de nous avoir invités ici à Los Angeles. À l'instar des Amériques elles-mêmes, la ville des Anges incarne et célèbre la richesse et la diversité. Aujourd'hui, il est encore plus important que jamais que les pays des Amériques se rassemblent et répondent à la promesse des sociétés équitables et prospères que demandent les populations. Cependant, les défis sont nombreux. Il est essentiel de combler l'écart entre l'énorme potentiel de cette région et les combats vécus au quotidien des gens qui vivent ici. Dans toute la région, nous voyons des pays qui continuent d'être grevés par un mélange toxique d'inégalité, de pauvreté, de criminalité, d'insécurité et de méfiance. La COVID-19 a beaucoup frappé notre région, faisant perdre beaucoup de gains durement obtenus. Des communautés ont été ravagées par le changement climatique, des États insulaires des Caraïbes jusqu'à des communautés qui ont été totalement ravagées par les incendies en Californie. Et les conséquences mondiales de l'invasion russe de l'Ukraine ont un impact mondial avec la hausse des prix des produits de base, de l'insécurité alimentaire ainsi que la hausse de la pauvreté et de l'inéquité. L'inflation est en hausse, la dette est en spirale et beaucoup de pays manquent d'espace budgétaire et financier pour investir dans une relance. Et des pays de revenus intermédiaires ont des besoins d'espérer, sont considérés comme étant non qualifiés pour les modalités de soutien des institutions financières internationales. Ceci découle d'une dépendance excessive sur des mesures étroites de progrès qui comptent le progrès de la richesse et d'activités qui détruisent la planète et ignorent les vulnérabilités aux chocs externes. Et là, je parle des PIB par rapport aux revenus bruts qui
sont loin de traduire les réalités de nos sociétés. C'est dans ce contexte que les gens voient la violence et la sécurité qui les poussent à quitter leur maison et leur patrie. Ils voient une violence accrue, genrée, et surtout, les gens risquent de perdre la foi envers leur gouvernement et envers leurs institutions. Ils voient fréquemment la criminalité et la corruption impunies. Ils voient des systèmes financiers brisés qui profitent aux riches et punissent les pauvres. Les mensonges, la désinformation, le crime de haine deviennent virales, semant la méfiance. Nombre de voies de démocratie donc sont submergées par la hausse de l'autoritarisme et du sentiment nationaliste, offrant des fausses promesses de sécurité et de prospérité. Excellence. Ce sommet nous donne l'occasion de faire face à ces défis. Ceci implique de souligner les objectifs de développement durable et d'investir dans tous les systèmes qui appuient les personnes, que ce soit la santé ou le travail décent, jusqu'au système de protection sociale et les vaccins pour tous. Ceci implique d'investir dans l'éducation de qualité pour tous. Cela implique de réformer le système financier mondial pour que tous les pays puissent avoir accès au financement et à l'allègement de la dette dont ils ont besoin pour pouvoir investir dans la récupération. Cela implique de mettre fin à notre dépendance sur les combustibles fossiles, de protéger la diversité biologique et de renforcer l'appui financier pour permettre la transition et l'adaptation des pays en développement. Cela implique un nouveau regard en matière de migration, de garantir que les personnes soient accueillies et protégées et qu'on leur offre la sécurité, la dignité et l'appui que nous méritons tous, conformément au pacte mondial sur la migration. Il nous faut davantage de coopération entre les pays d'origine, de transit et de destination, en plaçant les droits de l'homme au cœur de nos interventions. Des systèmes de justice impartiels, imperméables à la corruption, de nouveaux efforts pour faire face à la criminalité et à la violence, des systèmes démocratiques qui protègent les défenseurs des droits de la personne et reflètent la voix des peuples, et un multilatéralisme renouvelé qui réunisse toutes les nations du monde à la recherche de solutions communes pour relever nos défis communs. Chers amis, dans chaque étape, chaque pas que vous allez prendre sur cette voie, vous allez compter sur l'appui ferme des Nations Unies. Nous allons travailler ensemble pour appuyer les populations de toute la famille continentale. Nous devons être à la hauteur du potentiel et des attentes des Amériques. Je vous remercie infiniment. Thank you to Je remercie les intervenants de cette première plénière. J'invite le président Biden à tenir quelques propos de conclusion. Je serai très bref. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce sommet. Je crois que nous avons pris un très bon départ. J'ai entendu de très bonnes idées à présent, nonobstant certains des différents par rapport à la participation. Mais il y avait des questions de fond, mais ce que j'ai entendu, c'était beaucoup d'unité, d'uniformité, une politique migrationnelle rationnelle, le besoin d'avoir accès aux fonds de recouvrement et de financement. On a dit qu'il était nécessaire de travailler sur l'environnement, sur le changement climatique et beaucoup d'autres dossiers. Et il n'y a aucune raison pour laquelle l'hémisphère occidental ne peut pas être le plus optimiste, axé sur l'avenir, démocratique et doté de paix et de sécurité. Nous pouvons mener le monde. Et ce potentiel qui existe est dans nos populations et dans nos valeurs. C'est pourquoi comment nous allons réaliser cette vision, c'est en travaillant ensemble. Et c'est ce que nous allons faire ces jours. C'est un défi qui aura un impact sur nous tous et
Nous allons tirer parti des possibilités disponibles. Et nonobstant ces désaccords, faisons le point sur ce que nous avons entendu aujourd'hui. Nous avons eu un accord total sur les questions de fond par rapport à ce qu'il doit être fait. Donc, passons aux éléments spécifiques au cours de ces prochains jours quant à ces questions de fond, à savoir comment les mettre en œuvre, comment nous allons nous entendre, quels sont nos différends, et ainsi, comment... On l'a dit, donc, on le dit souvent, donc, on va véritablement donc entrer dans le dur, comme on le dit. Donc, il va véritablement donc se taquer aux véritables enjeux. Donc, je vous remercie et passez une bonne fin de journée. Thank you, Mr. President. Je vous remercie, Monsieur le Président. La première plénière est arrivée à sa fin, donc, et je me réjouis de vous revoir demain. Merci.